Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons parler des commutateurs LAN. Comme vu précédemment, le switch ou le commutateur rapporte une solution à l'Ethernet classique qui utilise un hub ou un concentrateur et dans lequel nous avons un support de transmission qui est partagé, ce qui nécessite la mise en place d'algorithmes pour la synchronisation d'accès au support de transmission. Je cite comme exemple l'algorithme CSA-MACD que nous avons vu dans les cours réseau. Dans l'Ethernet classique, nous avons donc le problème de collision, de congestion et latence à cause des diffusions qui inondent tout le réseau local. Une raison pour laquelle nous sommes passés à l'Ethernet commuté qui divise un domaine de collision en plusieurs segments, ce qui augmente la bande passante. Pour cela, on utilise des équipements comme le pont, le switch ou le routeur. Dans notre cas, nous allons nous intéresser essentiellement au switch ou bien ce qu'on appelle aussi commutateur. Un réseau local se compose d'un ou plusieurs commutateurs LAN qui peuvent être connectés à un routeur. Pour une entreprise, il permet de connecter des postes de travail sur le même réseau Ethernet. C'est pour cela que nous trouverons plusieurs switches cascadés formant une pile dans des armoires de brassage réseau. Un commutateur peut fonctionner par segment quand il est relié à un autre commutateur ou bien par port quand il est relié à un équipement de communication comme un PC ou un ordinateur par exemple. Pour rappel toujours, un commutateur peut mettre simultanément plusieurs ports en relation, sans que le débit de chacun en souffre. Sur cette image, vous voyez que nous avons deux ordinateurs qui envoient des informations en même temps, en vert et en rouge, et les deux informations arrivent à leur destination sans qu'il y ait un problème de collision. Quand vous avez un paquet à destination d'un port qui est occupé, le commutateur il a la possibilité de le mémoriser pour l'envoyer plus tard, ce qui justifie l'existence d'une mémoire dans cet appareil. Parmi les fonctionnalités d'un commutateur ou d'un switch, nous avons l'apprentissage des adresses MAC. Et pour expliquer ce principe, nous allons voir ça sur cette figure. Nous avons donc 4 ordinateurs, donc PC1, PC2 reliés par un hub et un switch d'un côté. De l'autre côté, nous avons un deuxième hub qui relie donc le PC3 et le PC4. Le hub lui-même est connecté au switch. Le switch il a deux interfaces E0 et E1. Nous allons voir le scénario dans lequel PC1 veut envoyer des informations à PC3 et PC2 transmet des données à PC3. Voilà, donc l'information quand elle sort du PC1, donc elle va au niveau du hub qui va donc automatiquement l'envoyer sur toutes les sorties. Parce que ça représente un seul domaine de collision. Et PC2 aussi, quand il envoie ces informations, le hub va les envoyer sur toutes les sorties, parce qu'il n'a pas de mémoire, parce qu'il représente un seul domaine de collision. Et là, le switch va apprendre deux types d'informations. C'est-à-dire il va y avoir une table au niveau de ce switch-là, qui contient des adresses MAC avec des numéros de ports, c'est-à-dire les ports du switch lui-même. E0 et E1. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire j'ai appris l'adresse MAC de PC1 quand il a émis la trame 1 et j'ai appris l'adresse de PC2 quand il a émis la trame 2. C'est-à-dire que les flèches vertes ont permis au switch de connaître l'existence de la machine PC1 avec l'adresse MAC 0400.1.1.1 partout sur son interface E0. Et ça lui a permis aussi de connaître ou d'apprendre que le PC2 avec son adresse MAC 0400.2.2.2 partout se trouve aussi au niveau du port E0. C'est-à-dire que le port E0 est relié à un équipement dans lequel nous avons PC2 et PC2 et PC1. Donc ça c'est le système d'apprentissage. Donc il est en train d'apprendre l'emplacement des différents équipements interconnectés à son niveau. Voilà. Mais pour atteindre PC3, le commutateur, il n'a pas encore l'information qui lui dit où se trouve ce PC3. Et dans ce cas-là, il va devenir, donc ça c'est toujours la mémoire qui permet au switch d'apprendre les différents emplacements. Donc j'étais en train de dire que le commutateur, donc il n'a pas connaissance de l'existence ou de l'emplacement de PC3. Donc pour qu'il puisse l'atteindre, il va travailler exactement de la même façon qu'un hub. Donc il va dire mais je ne connais pas où se trouve PC3, donc je vais diffuser à tout le monde bêtement comme un hub. D'accord? Et quand est-ce qu'il va
apprendre l'emplacement de PC3. Quand PC3 va répondre, et va dire ah, finalement PC3 se trouve au niveau de l'interface donc E1. Voilà. Donc ça c'est concernant l'apprentissage des adresses MAC. Donc, quand il reçoit des informations sur ces ports, il mémorise les adresses MAC des machines qui ont envoyé cette information. Il va leur associer son numéro de port pour donc leur envoyer prochainement des messages sans qu'il y ait diffusion de manière bête comme fait un hub. Voilà. Mais au début, c'est-à-dire au démarrage du switch, quand il ne connaît personne, il travaille exactement de la même façon qu'un hub, c'est-à-dire qu'il travaille en diffusion et puis au fur et à mesure, il commence à devenir plus intelligent en apprenant l'emplacement des différents équipements connectés à ces différents ports. Voilà. Donc la deuxième fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle le filtrage. Dans le deuxième scénario, nous avons PC1 qui veut joindre PC2. C'est-à-dire que PC1 veut envoyer des données à PC2. D'accord. Dans ce cas-là, nous avons le switch qui a mémorisé toutes les machines connectées à lui-même. Voilà. Donc nous avons la machine PC1, PC2, PC3, PC4. Donc PC1 et PC2 se trouvent au niveau du port E0 et PC3 et PC4 sont reliés à son port E1. D'accord. Voilà, tout ça c'est au niveau de sa mémoire. Voilà, on revient à notre scénario. Donc PC1 veut joindre PC2. Qu'est-ce qui va se passer? Donc l'information, toujours, elle sort de la machine donc 1. Et du moment que nous avons un hub ici, donc il va la faire sortir de tous les côtés. Et dans ce cas-là, le switch, il va dire, il va faire un filtrage. C'est-à-dire, il va dire la trame ou le paquet est envoyé à la machine donc PC2 provenant de E0. C'est-à-dire, je reçois un paquet vers la destination PC2, alors que PC2 se trouve sur le même côté. Donc je filtre ça, c'est-à-dire je ne laisse pas passer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a E1. Et E1, au niveau du E1, il n'y a pas PC2. PC2 est toujours au niveau de E0. Donc il va comprendre qu'il s'agit d'une diffusion qui a été générée par le hub et qui n'est pas destinataire de ce message parce que réellement le message il a été envoyé de PC1 à PC2. Qu'il l'a reçu. Pourquoi? Parce qu'il y a donc un hub comme équipement d'interconnexion qui fait sortir les messages de tous les côtés. Voilà. Donc ça, c'est par rapport au filtrage. C'est-à-dire que le switch ne laisse passer de l'autre côté que si l'adresse MAC de destination se trouve vraiment de l'autre côté. C'est ce qui lui permet justement de diviser des domaines de collision en plusieurs selon le nombre de ports dont il dispose. Voilà, la troisième fonctionnalité, c'est la transmission. Toujours PC1 qui envoie des informations, mais cette fois, il veut joindre PC3 qui se trouve de l'autre côté. D'accord? Donc le paquet, il sort de la machine donc, PC1, il va sortir donc, automatiquement et toujours de tous les côtés, puisque nous avons un hub ici. Mais dans ce cas-là, le switch ou le commutateur, il va le laisser passer de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il va dire que la trame ou le paquet est envoyé à la machine PC3 provenant de E0. D'accord? Donc je transmets, c'est-à-dire je laisse passer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que la destination est connectée au port E1. Donc je fais sortir le paquet du côté E1. Pourquoi? Parce que vraiment la machine de destination réellement se trouve au niveau de son port E1. Voilà. Et voilà, donc vous avez le paquet qui sort. Et puis puisque nous avons un hub qui va faire sortir de tous les côtés, mais le plus important, c'est que notre paquet a pu atteindre la destination PC3. Voilà, donc ça, c'est le principe de transmission. Donc nous avons l'apprentissage qui va permettre à notre commutateur d'apprendre l'emplacement des différents équipements selon leur branchement au niveau de ces différents ports, numérotés E1, E0, ou bien FA01, FA02, comme on va voir ça sur DTP. Après l'apprentissage, nous avons le filtrage, c'est-à-dire qu'il ne laisse passer de l'autre côté, c'est-à-dire sur un autre port, que si vraiment la destination se trouve sur un autre port. Et nous avons la transmission, c'est-à-dire qu'il reçoit des informations d'un port et les envoie vers un autre port, c'est-à-dire via un autre port. Pourquoi? Parce que réellement la destination se trouve sur un autre port. Alors donc les trois fonctionnalités de base d'un commutateur ou d'un switch. En résumé, un commutateur il a deux rôles principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle la commutation de trame de données, c'est-à-dire il sert les autres équipements, les autres ordinateurs du réseau local, leur permettant d'effectuer des différentes
communication entre eux. C'est-à-dire qu'ils traitent les trames de données, c'est-à-dire les paquets de données, recevoir des données d'un ordinateur, les envoyer à un autre, d'une imprimante, peu importe les équipements qui sont interconnectés ou qui sont reliés à ces ports. Et le deuxième type de transmission, c'est la gestion des opérations de commutation. C'est ce qu'on avait vu, l'apprentissage par exemple. Donc c'est une opération qui n'a pas de relation avec l'envoi et la réception des paquets de données des différents utilisateurs sur un réseau local. Donc vous avez la gestion des opérations de commutation comme l'apprentissage. Et la gestion des commutations de trames de données, c'est quand il est en train de récupérer des données de machines et les envoie vers d'autres machines. Voilà. Là, nous allons parler des méthodes de commutation parce que nous avons des switches qui fonctionnent de manière différente selon le contexte, selon le besoin, selon le type de réseau, etc. Nous avons le mode direct. Dans le mode direct, vous avez le commutateur qui peut lire l'adresse MAC de destination, d'accord, qui existe au niveau d'un paquet, c'est-à-dire les 6 premiers octets, par exemple, qui représentent les adresses MAC. Et puis, une fois qu'il a pu stocker l'adresse MAC de destination, ça veut dire qu'il connaît vers quelle destination doit être envoyé ce paquet sera envoyé immédiatement sans attendre le reste du paquet. Sur le schéma, donc vous voyez, PC1, il envoie un paquet. Donc le switch, dès qu'il récupère l'adresse MAC de destination, il va chercher au niveau de sa mémoire où se trouve la machine de destination et puis il envoie directement l'information sans attendre le reste des messages. D'accord? Donc il reçoit un flux et puis il continue à faire l'envoi vers la destination. C'est le mode direct, c'est-à-dire dès qu'il récupère l'information, il la stocke à son niveau vers quelle destination, c'est-à-dire vers quel MAC de destination est destiné ce paquet-là, il commence à faire l'envoi sans attendre l'intégralité du message ou de paquet. Voilà. Ça, c'est le mode direct. Par contre, le mode store and forward, là, le switch doit stocker l'intégralité du paquet, vérifier est-ce qu'il n'y a pas eu d'erreur de transmission avant de l'envoyer vers la destination. D'accord? Pourquoi il doit attendre la réception de toute la trame? Pour justement vérifier ce champ FCS, rappelez-vous qu'on avait vu dans l'étude des paquets réseau. Donc c'est le champ qui va lui permettre de voir est-ce qu'il y a eu des erreurs de transmission ou pas. Dans le cas où il n'y a pas d'erreur de transmission, match, donc il laisse passer de l'autre côté. Donc store and forward. Donc il récupère tout le paquet qu'il stocke à son niveau. Il vérifie s'il n'y a pas eu d'erreur de transmission. S'il n'y a pas eu d'erreur, donc il envoie le paquet vers la destination. Donc, il enregistre le paquet entier dans la mémoire cache, sa mémoire, et vérifie est-ce qu'il y a des erreurs. Si le paquet a une erreur ou plusieurs, il sera rejeté. Sinon, le commutateur il va lire l'adresse MAC de destination et enverra le paquet au destinataire. D'accord? Donc, dans le mode direct, il n'y a pas de vérification d'erreur réelle. D'accord? Erreur de transmission, parce que c'est le mode direct. Dès qu'il récupère l'adresse MAC de destination, il envoie directement le paquet de l'autre côté. Et dans le mode store and forward, il doit attendre l'intégralité du paquet, vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur de transmission avant de l'envoyer vers l'autre côté. Dans certains cas où plusieurs commutateurs, ils combinent les deux méthodes. C'est-à-dire, ils commencent par fonctionner en mode direct, c'est-à-dire sans vérification d'erreur. Mais quand il va se rendre compte qu'il y a quand même un certain niveau d'erreur, un certain seuil, c'est-à-dire il y a quand même pas mal d'erreurs, il passe automatiquement en mode store and forward, c'est-à-dire il commence à faire les vérifications des erreurs de transmission avant d'envoyer les messages de l'autre côté. Ça, c'est la deuxième méthode de commutation. La troisième méthode, ce qu'on appelle fragment free. Elle est moins courante, mais elle fonctionne de la même manière que le mode direct, sauf que le switch, il n'attend pas uniquement l'adresse MAC de destination, mais il doit lire les premiers 64 octets, d'accord? Il va les lire avant de décider s'il doit envoyer le paquet de l'autre côté ou pas. Pourquoi 64 premiers octets? Parce que dans la plupart des cas, les erreurs et les collisions se produisent pendant les premiers 64 octets d'un paquet de données ou d'une trame de manière générale. C'est pour cela qu'on s'intéresse aux 64 premiers octets. Voilà, en résumé, nous avons donc la méthode de commutation directe dans laquelle le switch il va se contenter de lire uniquement l'adresse MAC de destination. Donc, dès qu'il observe vers quelle destination doit être envoyé ce paquet, il commence à faire l'envoi
sans attendre la récupération de l'intégralité du paquet. Ça, c'est le mode direct. Et vous avez le mode Store and Forward dans lequel le switch doit recevoir, doit récupérer et stocker l'intégralité du paquet avant, vérifier aussi est-ce qu'il y a eu des erreurs de transmission ou pas avant de l'envoyer de l'autre côté. C'est le mode Store and Forward. Et nous avons le fragment free dans lequel vous avez le switch qui va vérifier les 64 premiers octets. Pourquoi 64? On avait dit que généralement les collisions et les erreurs de transmission existent au niveau des premiers 64 octets. Donc s'il n'y a pas d'erreur au niveau des premiers 64 octets, donc il laisse passer le message de l'autre côté. D'accord. Dans certains cas, il y a certains switches qui utilisent un mode plus avancé qu'on appelle Adaptive Switching, dans lequel le switch il décide de basculer d'un mode à un autre selon donc, la quantité d'erreurs détectées dans le réseau local. C'est-à-dire que le switch il travaille de manière automatique. S'il voit qu'il y a trop d'erreurs, donc il peut aller vers le fragment free ou le store and forward. S'il observe que vraiment la bande passante elle est très très rapide et puis il n'y a pas eu vraiment d'erreur de transmission, donc il peut passer en mode direct de manière automatique pour gagner du temps de transmission et pour que la mémoire du switch ne sera pas saturée par plusieurs paquets qui sont en attente de transmission. Voilà, donc ça c'est par rapport aux méthodes de commutation.